Bonjour à tous, ravi de vous accueillir dans cette émission en direct qui est tournée au Conservatoire du Littoral, qui va durer à peu près 1 heure, sauf si vous avez énormément de questions et très bavard, peut-être qu'on la fera durer un tout petit peu plus, pour répondre à toutes vos questions et parler de ce sujet si important du réchauffement climatique sur le littoral. Je suis accompagnée par Alain Brondeau, qui est en charge, qui est délégué Outre-mer, et par Patrick Bazin, qui est directeur de la gestion des sites du Conservatoire du Littoral. Alors, je vous rappelle brièvement le fonctionnement de l'émission. Pendant toute l'émission, vous pouvez poser des questions. Ça se passe sur la droite, en principe, de vos écrans. Vous avez un petit espace de chat dans lequel vous pouvez envoyer vos questions au fur et à mesure. Dans une autre pièce, il y a des modérateurs qui vont regrouper les questions qui se ressemblent un petit peu pour qu'on puisse vraiment répondre au plus de questions possibles. Donc voilà, vous pouvez commencer à les poser tout au long de l'émission, il n'y a aucun souci. Alors aussi un petit contrôle, puisqu'on est dans des conditions sanitaires très particulières. Je tenais à dire que toute l'équipe était bien entendu masquée, que toutes les précautions sanitaires ont été prises et que nous respectons une distance de manière à pouvoir vous parler non masqué. Alors, le rappel du sujet, c'est aujourd'hui qui va nous intéresser. Ce sont les conséquences du réchauffement climatique sur le littoral. Faut-il résister ou s'adapter? Grande question. On va tâcher d'apporter une réponse ou au moins des coups de loupe sur le sujet, de manière à ce que vous ayez des éléments pour peut-être mieux comprendre ce qui se passe sur le littoral. Alors, on va commencer par un premier sondage qui va s'afficher en principe sur vos écrans avec une question qui va peut-être un petit peu vous surprendre, qui est: les côtes de la France de métropole et d'outre-mer sont-elles aujourd'hui au même endroit qu'il y a 100 ans? Donc vous allez pouvoir répondre soit oui, soit non à cette question. Alors elle va peut-être en effet un peu vous surprendre, mais voilà, on voudrait savoir ce que vous pensez de tout cela. Alors en attendant le résultat du sondage, on va donner la parole à Patrick et Alain qui vont se partager en permanence voilà, l'animation de cette émission pour qu'ils nous parlent d'abord du littoral. Alors je voudrais quand même que vous nous rappeliez ce qu'est le littoral avant toute chose. Alors c'est quoi le littoral ? Le littoral, c'est la partie du territoire qui se retrouve en face de la mer. Donc, c'est la zone de contact entre la terre et la mer. C'est là où les gens prenaient la mer et accostaient. Le littoral vient du mot accoster. Et donc, cette zone-là, qui a une profondeur plus ou moins grande, parce que ce n'est pas que le trait de côte, on va beaucoup parler du trait de côte et puis de la façon dont il bouge éventuellement. Le littoral, c'est aussi l'influence de la mer, les maraîchers qui peuvent produire plus tôt parce que la terre ne gèle pas. Ce sont les influences maritimes et c'est l'attirance aussi que nous avons, nous, humains, pour la plage et le beau temps et la baignade. Super. C'est tout ça le littoral. Donc plein de choses sur le littoral. Alors, on va vous montrer une carte pour quand même se rappeler quelle est la particularité de la France. Alors c'est quoi la particularité de la France? Alors, la particularité de la France et du littoral en France, c'est que ça ne se limite pas au continent européen. La France, elle est présente sur tous les océans, que ce soit l'Atlantique évidemment, mais l'océan Indien, dans le Pacifique et même dans l'océan Antarctique. Donc la France, de ce fait, avec ses territoires d'outre-mer, la France a le 2e plus grand domaine maritime mondial. Voilà. Donc le littoral en France, c'est quelque chose d'extrêmement diversifié du fait de la présence des outre-mer. Super. Alors pour comprendre à quel point il y a une diversité en fait du littoral, de ce que l'on nomme littoral en France avec tous les territoires, on va peut-être regarder plusieurs photos qui vont nous rappeler en fait à quel point c'est particulier quand même. Alors vous pouvez nous commenter au fur et à mesure ce que vous voyez? Oui, on a 3 grands types de côtes très schématiquement en France. Nous avons des côtes sableuses comme ici, vous voyez la plage et puis derrière une dune. Ici, des fois des côtes sableuses, mais qui ont été formées par des récifs coralliens, donc par des êtres vivants, des animaux qui, en se délitant, vont produire du sable. Là, vous trouvez également des dunes vues depuis la Terre. Ça, c'est une côte rocheuse. 2e catégorie de côte, où là, les roches sont beaucoup plus dures et on sent bien que les choses sont bien assises et résistent aux assauts de la mer.
Alors ici, une côte basse en Martinique avec une particularité, c'est une forêt dans la mer qu'on appelle la mangrove, qui pousse entre la marée haute et la marée basse dans les zones tropicales. C'est une forêt qui pousse dans la mer. Qui pousse dans la mer. Les arbres poussent dans la mer, dans l'eau salée. Ils poussent dans l'eau salée, entre la limite entre la marée haute et la marée basse, et c'est quelque chose de particulier aux zones tropicales, tout à fait. Alors là, on voit des petits îlots rocheux. Donc, toutes ces roches, lorsqu'elles sont dures, forment des proéminences très près de la côte. On peut avoir, là, on appelle ça des rochers, mais on peut aussi avoir des falaises qu'on va avoir, je pense. Un petit peu après, oui, d'autres, voilà, ouais. Là, c'est bon, ça c'est plutôt une sentinelle rocheuse. Super. Donc, on a une grande diversité finalement de côtes en permanence, quoi. On a une très grande diversité en fonction des sédiments. C'est-à-dire que si les roches sont plus tendres, eh bien, la falaise va être moins abrupte. Et lorsque la falaise est très dure, elle va se maintenir au même endroit. D'accord. D'accord. Ok. Donc, on va voir les autres photos rapidement, peut-être. Voilà, avec ici l'exemple extrême d'une falaise carrément verticale. On est ici à l'île de la Réunion sur une côte volcanique. Donc, les roches noires ici ont été formées par un volcan et tombent de manière très abrupte dans la mer. D'accord, superbe. Donc, une diversité vraiment magnifique. Alors là, on se trouve où? Alors là, on se trouve certainement du côté de la Normandie, dans le pays de Caux, et vous voyez ces falaises complètement verticales, c'est du calcaire, et on voit une espèce de brèche au premier plan, c'est justement des éboulements qui peuvent se produire, parce que ces côtes-là de falaises existent justement parce qu'à un moment donné, la roche s'est fissurée et est tombée dans la mer. D'accord. La falaise est en fait montre que la terre recule un peu face à la mer, qui la rogne d'une certaine manière. Oui, qui la grignote en fait. D'accord, progressivement. On viendra sur ce point. Alors là, on se trouve où? Là, on se trouve dans la baie du Mont-Saint-Michel. Et on est dans la troisième grande catégorie de côtes. On a vu les côtes sableuses, les côtes rocheuses, et ici on est sur des côtes basses, des côtes vaseuses. C'est-à-dire que la mer vient, dépose des sédiments très, très fluides, et sur lesquels de la végétation peut pousser, comme on voit ici, les fameux présalés du Mont-Saint-Michel. Et ce sont des côtes qui, contrairement aux autres, finalement, ont plutôt tendance à avancer sur la mer. D'accord. Ce qu'on appelle des sédiments, ce sont des choses un petit peu comme du sable ou plus de la boue, ça ressemble à quoi en fait? Des petites particules qui sont transportées par la mer, et plus elles sont fines, plus elles peuvent être emportées. Et là, on voit bien que nous avons une première partie de la côte qui est ce pré-salé, comme on appelle ça une prairie salée, parce que la mer la recouvre à marée haute. Et derrière, vous avez une ligne, c'est une digue, derrière laquelle les hommes ont protégé les terrains pour pouvoir les cultiver. D'accord, super, magnifique. Donc là, bah oui, on le reconnaît bien quand même. Voilà, donc le Mont Saint-Michel qui se retrouve au milieu de ces prés salés, qui sont très mobiles finalement, puisqu'ils gagnent tous les ans un petit peu sur la mer. Ça veut dire qu'ils avancent. Ils avancent. D'accord, ok. La base s'accumule et la végétation s'installe. Et plus la végétation s'installe, plus la base se prend dedans et remonte le niveau. D'accord. Et dans le même genre de situation, sous les tropiques, on aurait probablement une mangrove. Ce qui arrivera peut-être au Mont-Saint-Michel si le réchauffement climatique se poursuit, mais on n'en est pas encore là. Donc pareil, la forêt, enfin la mangrove peut avancer comme ça. Sur les supports vaseux. Sur les supports vaseux. Superbe. Donc on a vu déjà des photos absolument magnifiques du littoral. Alors on a le résultat du sondage. Donc à la question, les côtes de la France de métropole et d'outre-mer sont-elles aujourd'hui aux mêmes endroits qu'il y a 100 ans? Vous êtes 92% à avoir répondu non. Vos réactions sur ce sondage? Nos auditeurs sont bien informés, puisqu'effectivement, même à l'échelle de 100 ans, ce qui est une période très courte, à l'échelle de la géologie et de la géographie, les côtes bougent effectivement, parfois de façon très spectaculaire. Alors pour prouver que ces côtes bougent, on va projeter des cartes qui sont des associations en fait de plusieurs années, enfin sur un même endroit, à deux espaces-temps complètement différents, pour voir comment les côtes peuvent bouger. Alors là, on se retrouve sur l'Espiguette. L'Espiguette, c'est Patrick qui va commenter ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé sur l'Espiguette? Le petit point rouge nous montre où on se trouve, donc dans le sud de la France, près de la Camargue. Vous voyez à gauche la carte du 19e siècle, 1850, et le trait rouge, c'est la côte à cette époque-là.
Et vous voyez sur la photo de droite la côte aujourd'hui, avec le trait de côte rouge toujours de 1850. Et donc vous voyez la différence, c'est que à cet endroit-là, il y a eu une forte avancée de la lande sableuse, là. Ça fait à peu près 2 km d'avancée sur la mer. Ah oui, c'est énorme. C'est assez énorme. Alors que vous voyez complètement en bas, en revanche, la côte a reculé par rapport à ce qu'elle était il y a 150 ans. Et vous remarquez dans le petit creux là, une forme, c'est la marina, c'est le Porte Camargue. C'est la petite pointe? C'est juste au-dessus de la petite pointe. D'accord. Et c'est un très grand port de plaisance qui a été construit donc à un endroit où 100 ans plus tôt il y avait la mer. Donc il y a eu de grands changements effectivement sur ce littoral. D'accord. On va passer à la carte suivante pour continuer à comprendre que ce trait de côte finalement ne bouge beaucoup. Alors là, où on est à Saint-Martin. On est ici aux Antilles, sur l'île de Saint-Martin, donc dans les Antilles, où on voit qu'ici une côte, et là c'est pas en 150 ans, c'est en quelques dizaines d'années à peine, puisque si on compare le trait de côte de 1947 à gauche et celui de 2018 à droite, on voit que la plage a beaucoup bougé à cet endroit-là, sauf qu'entre-temps, on voit sur la photo, un hôtel s'est construit et on a eu tendance à vouloir évidemment le protéger face à cette plage qui avait tendance à reculer. C'est-à-dire que là où finalement en 1947 on n'avait personne, on n'avait pas d'habitation. On avait des dunes avec de la végétation, et 20-30 ans après on y a construit l'hôtel, et encore 20 ans après, l'hôtel qui avait devant lui 100 mètres de plage se retrouve directement les pieds dans l'eau, mais au sens propre. D'accord, ok. Sur la carte suivante, on va regarder un autre exemple de trait de côte. Alors ce trait de côte, c'est justement cette ligne-là qui bouge parfois vraiment beaucoup. Alors la Tremblade, ça c'est Patrick qui va nous le commenter. Voilà, nous sommes sur les côtes charentaises. Vous voyez plusieurs phénomènes intéressants sur cette carte. À gauche, donc en 1850, la pointe que l'on voit vers le sud, vers la gauche de la carte. Aujourd'hui, si on prend la situation, en fait, elle a complètement changé de forme et nous avons maintenant cette espèce de crochet qui s'appelle l'anse de Bonance, c'est-à-dire une lagune qui s'est créée derrière cette dune qui s'est avancée dans la mer, alors que ça n'existait absolument pas au siècle dernier. Oui, et dans tous les cas, on n'est pas en train de parler de 1 mètre ou 2 mètres, on est en train de parler de surface importante. C'est des centaines de mètres, et la quantité de sable qui est déplacée, parce que là ce sont des côtes sableuses, la quantité de sable qui est déplacée est colossale, donc ça donne une idée aussi de l'énergie qui est en jeu avec les courants, avec la mer. Et l'île d'Oléron que l'on voit au nord de la carte a beaucoup régressé a beaucoup engraissé, pardon. Oui, ça veut dire qu'elle a augmenté. Voilà, quand on regarde comment le sud de l'île d'Oléron était étroit en 1850, et aujourd'hui la côte a gagné à peu près 1 km. Et aujourd'hui, on dit que la côte de l'île d'Oléron est en érosion, ce qui est exact, mais elle est en érosion à un endroit où elle avait gagné 1 km depuis 100 ans. D'accord, d'accord. Voilà, donc tous ces phénomènes sont assez spectaculaires. On va regarder, je pense, une autre carte encore maintenant pour toujours comprendre à quel point ça bouge. Alors là, oui, ça c'est juste énorme. Alors là, nous sommes dans le nord de la France, sur la baie d'Authie. Et au nord de la baie d'Authie, qui est un petit fleuve côtier, on voit en 1850, nous avons de la dune, nous avons un petit village qui s'appelle Berck, que l'on aperçoit à peine à droite, en haut de la carte. Et aujourd'hui, vous voyez que Berck, c'est une grande ville, avec une station balnéaire, et puis tout le sud de ce territoire s'est fait grignoter à la fois par la mer et par le fleuve, et avec pas mal d'installations pour essayer de maîtriser ces mouvements. Alors, on va en profiter avant de passer à l'autre carte pour répondre quand même à une question, des questions qui arrivent là en avalanche. Alors, on a une première question, c'est comment la côte a-t-elle fait pour avancer? Donc, comment ces côtes font-elles pour avancer? J'ai même envie de dire pour reculer aussi. Qu'est-ce qui se passe? On a souvent, là, dans les exemples qui ont été montrés, des côtes sableuses. Donc, on a du sable qui se déplace. Donc, la côte, en fait, elle se déforme. Elle peut avancer ou reculer, mais elle se déforme. On l'a bien vu sur les exemples. Elle se déforme parce qu'il y a des courants qui poussent le sable d'un côté ou de l'autre et qui, du coup, changent la forme de la côte et qui peuvent en accumuler à certains endroits et en creuser ailleurs. D'accord. Donc, en fait, une côte, notamment les côtes sableuses, sont toujours en mouvement. C'est ça qu'il faut retenir. C'est un peu de la pâte à modeler. Voilà. D'accord, d'accord. Et vous avez aussi un phénomène dans les baies
qui sont abrités du courant. Donc la mer avance avec la marée, notamment sur la côte atlantique. Et à marée haute, la mer s'arrête, ce qu'on appelle l'étale, et les sédiments qu'elle contient se déposent par terre, se déposent au fond. Et donc, lorsqu'elle repart, la vase reste là, et à chaque marée, elle amène un petit peu plus de vase. Et au bout de quelques années, vous avez le sol qui se soulève, enfin qui monte. Ouais. Et de ce fait-là, le trait de côte avance. D'accord. D'accord. Donc on voit que ça bouge énormément. Alors je pense qu'on a encore une carte à montrer. Je ne sais plus s'il y a encore une carte derrière, il y a encore une autre. Bah oui, bien sûr. On se retrouve à Kourou. Alors là, donc Alain. Alors direction Kourou. Kourou, donc c'est en Guyane, en Amérique du Sud. Kourou, c'est la ville où on lance la fameuse fusée Ariane. Alors Kourou, à gauche, en 1950, c'était un tout petit village d'environ 500 personnes et peu développé, qui ne s'était pas mis tout près de la mer, mais plutôt à 2 ou 3 km de la mer. Alors le petit village, c'est la petite trace blanche qu'on voit sur la photo de gauche. Ouais, voilà. Ouais. Ça, c'était Kourou, voilà, il y a 70 ans. Et puis à partir des années 60, avec l'arrivée de la fusée Ariane, la ville s'est considérablement développée et s'est construite jusqu'au bord de mer. Mais entre-temps, il s'était passé quelque chose. C'est l'arrivée de cette grosse tache verte qu'on voit sur la photo du milieu. En haut de la photo du milieu, c'est de la mangrove. Alors pourquoi la mangrove, elle s'est mise là? C'est parce qu'en Amérique du Sud, on est dans la région de l'Amazonie, donc il y a cet immense fleuve, l'Amazone, qui charrie des quantités extraordinaires de sédiments, et c'est plusieurs fois la tour Eiffel chaque seconde, qui passe à travers le débit de l'Amazone, et qui pousse ces sédiments, donc un espèce de grand banc de vase, qui va se déplacer et qui va glisser le long de l'Amérique du Sud, le long du continent. Et quand le banc de vase vient se fixer devant la Guyane, en quelques années, la mangrove va se mettre à pousser, et elle va pousser sur plusieurs kilomètres d'épaisseur. Et là, c'est ce qui s'est passé à Kourou. Et donc, quand Kourou s'est développé, la mangrove était devant, et on a pensé peut-être un peu rapidement qu'on était tranquille, qu'on était protégé, et on a construit très proche jusqu'au bord de la mangrove. Et puis le banc de vase, il a continué à se déplacer. Et une fois qu'il est parti un peu plus loin, il n'y avait plus rien pour protéger cette mangrove, et l'océan a grignoté très rapidement la mangrove, et le trait de côte, en 2015, est revenu sensiblement au même endroit où il était en 1950. Sauf que autant en 1950, ça ne posait pas de problème, autant maintenant en 2015, maintenant que la ville est juste contre la mer, ça pose des tas de problèmes, parce que les constructions qu'on a mises tout au bord, ce qui n'était pas au bord de la mer quand on les a construites, qui sont au bord de la mer maintenant, celles-là, elles sont menacées. D'accord, magnifique. Alors, on va prendre des questions parce qu'on en a plein. Est-ce qu'il y a, comment ce sable, on en a une, comment ce sable s'est-il déplacé? Alors, qu'est-ce qui fait que tout à l'heure, Patrick, tu as expliqué comment ça se déplaçait avec les phénomènes de marée, mais qu'est-ce qui peut aussi le faire se déplacer, ce sable? Le courant. Sur une côte, en général, le courant a une direction privilégiée. Donc, soit nord-sud, il y a toujours un endroit qui est à l'amont, en fait, d'où vient le courant, et un endroit qui est à l'aval, où va le courant. Tu es en train de parler du courant de la mer, tous les courants qu'il y a dans la mer, auxquels on ne pense pas nécessairement, parce que voilà. Alors, ces courants, ils peuvent changer en fonction de la marée, mais en fait, il y a toujours une dominante. Et le sable qui est entraîné plus ou moins par ces courants, va dans le sens du courant, et donc s'accumule sur la côte là où passe le courant, et il est grignoté aux endroits de la côte d'où vient le courant. D'accord. Pour s'en rendre compte, il suffit, lorsque vous êtes sur une plage à marée basse, et vous faites des châteaux de sable, par exemple, et vous faites des bassins. Les enfants font des bassins, puis on a l'eau qui se retrouve piégée dans le bassin. Quand le bassin se crève et que l'eau part, on voit bien qu'il y a plein de sable qui part avec. Et donc, les courants marins, c'est la même chose. D'accord, super. On a une autre question qu'on va prendre. Pourquoi la mer recule et avance dans certaines régions? C'est partout le même phénomène? Alors? Oui, on a les mêmes genres de phénomènes partout. Ensuite, selon le type de côte, on va avoir des côtes qui auront plutôt tendance par endroits à reculer. On l'a vu sur certaines images, sur la même région, il y a une partie de la côte qui recule et une partie qui avance. Finalement, ça dépend si on est sur une côte sableuse ou sur une côte rocheuse avec des roches dures ou tendres. Et ça dépend justement de dans quel sens aussi porte le courant. Et puis il peut y avoir des côtes qui vont avancer pendant un certain temps. Et puis un jour où il y a un phénomène météorologique particulier, une tempête par exemple, elle va reculer brutalement, et après réavancer pendant des années et des années.
années et c'est pas forcément dans un seul sens. Au même endroit, ça peut avancer puis reculer selon les périodes. En ce qui concerne le sable, il faut quand même dire qu'on note à peu près partout dans le monde une tendance à l'érosion des plages et des dunes. Alors, érosion, est-ce que tu peux expliquer pour être sûr que tout le monde comprenne bien? C'est le fait de reculer face à la mer. D'accord. Donc la quantité de sable en fait, qu'il y a sur les côtes, elle est héritée de temps géologiques plus anciens. Donc il y en a peu qui est créé actuellement. Le sable est finalement une denrée assez rare. Et donc ce sable, il est manipulé par la mer, par le vent. Et globalement, il a tendance à régresser quand même sur les côtes. D'accord. Donc il diminue quoi? Les plages diminuent petit à petit. D'accord. Ça, c'est la tendance partout, en moyenne. On a encore des cartes, je crois, à projeter. On va en regarder une autre, qui va être commentée. Donc là, on se trouve sur la prémisotière. Alors c'est la d'Aiguillon, en Vendée, en limite entre la Vendée et la Charente-Maritime, sur la côte ouest de la France. Et c'est un ancien golfe, en fait, le Marais Poitevin. Donc en 1850, vous voyez qu'on a commencé déjà à beaucoup gagner sur la mer, parce que cette anse de l'Aiguillon était beaucoup plus large auparavant. Mais lorsqu'on prend la côte aujourd'hui, en 2010, vous voyez que par rapport au trait rouge qui était en 1850, eh bien, nous avons beaucoup avancé encore sur la mer. Et ça, c'est l'œuvre des hommes qui ont, au fur et à mesure de l'envasement dont je parlais tout à l'heure, c'est une côte abritée, lorsque l'effet de la sédimentation s'est fait, les hommes ont construit des digues qui ont permis de bloquer l'arrivée des eaux, et derrière, on a pu cultiver. Donc ici, ce sont des terres très productives, mais qui ont été gagnées sur la mer et qui, un jour, reviendront à la mer avec l'élévation du niveau de la mer. D'accord. Ça, on va reparler des problématiques d'élévation du niveau de la mer dans quelques instants. Je pense qu'on a encore une carte à montrer, à commenter, donc on va la voir. Voilà. Alors là, c'est donc... Il faut bien l'expliquer. On repart à l'île de la Réunion sur le volcan du Piton de la Fournaise. Donc le petit rond que vous voyez en haut, c'est le cratère du Piton de la Fournaise et qui régulièrement rentre en éruption. C'est un des volcans les plus actifs de la planète et sur les images, les grandes traînées grises que vous voyez sont des coulées de lave. Et si vous regardez bien en bas à droite de l'image de 2017, vous voyez une coulée de lave assez récente. C'est une coulée de lave qui date de 2007. Et lors de cette éruption, la lave a coulé jusqu'à la mer et on voit que l'île s'est agrandie de plusieurs hectares puisqu'on a débordé le trait rouge d'origine. Et c'est comme ça que sont formées pas mal d'îles françaises en Outre-mer. D'accord. Donc super. Alors, on a vu donc toutes ces côtes qui bougent. Donc en définitive, on comprend mieux que voilà, ce trait de côte, il n'est pas figé. On a l'impression que parfois, même si ceux qui nous écoutent avaient bien saisi que voilà, les côtes n'étaient pas au mêmes endroits il y a 100 ans qu'aujourd'hui, et ça continue sans cesse à bouger. Mais je voudrais juste qu'on se dise qu'est-ce qui s'est passé depuis 100 ans sur le littoral, en fait. Qu'est-ce qui se passe depuis 100 ans? Qu'est-ce qui a profondément changé sur ce littoral français? Alors, ce qui a beaucoup changé, c'est l'attrait pour le rivage, pour le littoral. C'est les congés payés, en gros. Mais avant même les congés payés, d'ailleurs, il y avait les stations balnéaires, Deauville, le Cap Ferret, Arcachon, précisément, Royan. Donc, des villes qui se sont développées pour le tourisme balnéaire de bord de mer, qui n'existait pas il y a 150 ans. Il y a 150 ans, la mer était redoutée. Et d'ailleurs, vous l'avez vu sur les cartes, il n'y avait pas de village sur le bord de la mer. C'était vraiment des milieux naturels. Et donc là, c'est les images qu'on va commencer à voir. Oui. Donc qu'est-ce qui s'est passé finalement sur cette côte? Alors déjà, les villes qui existaient, là on a vu Antibes tout à l'heure, les villes se sont développées. Sur la côte méditerranéenne, on a une urbanisation qui est quand même très importante sur le bord de mer. Il y avait aussi des villages de pêcheurs, comme on voit ici, qui eux avaient besoin de la proximité de l'eau et donc se sont installés là. Ça, je pense que c'est chez toi. Ça, c'est à Mayotte, oui, à Dzaoudzi, pour dire que en Outre-mer, la plupart des territoires sont des îles et l'accès se fait par la mer, donc forcément l'installation humaine se fait sur le littoral, d'autant plus que l'intérieur des terres est souvent très en pente, difficile d'accès, et donc l'urbanisation s'est beaucoup développée au cours du XXe siècle sur le littoral.
Donc en fait, on ne cesse de voir que l'objectif, enfin depuis 100 ans, on s'installe de plus en plus près de la mer, les pieds dans l'eau, enfin toujours plus près, toujours plus près. Hein, finalement, c'est ça le. Tout à fait, parce que à l'échelle de quelques décennies, c'est vrai qu'on ne s'est pas rendu compte que justement ce littoral était mouvant. Et donc il y a des endroits qui sont relativement sûrs parce que le sol est stable, mais il y a des endroits où ça ne l'est pas. Donc on a construit sur des dunes, on a construit sur des zones basses. D'accord, qui sont ces zones où il y a justement des kilomètres comme ça qui peuvent bouger. Alors on va prendre plein de questions parce que là on a des avalanches de questions. Alors on a donc comment protéger les côtes naturelles de l'urbanisation? Alors l'urbanisation, ce sont toutes les photos qu'on a vues où on a des maisons qui sont installées, qui s'installent de plus en plus près, enfin les pieds dans l'eau quand même, c'est le principe. Donc quels sont comment protéger les côtes naturelles de l'urbanisation? Alors, en créant le conservatoire du littoral, par exemple, enfin, ça, on terminera peut-être par ça. Cette photo, elle date de cette année. C'est-à-dire cette maison a été construite cette année. Ouais. Donc vous voyez qu'on ne peut pas complètement empêcher le mouvement non plus. C'est très fort en fait, hein, l'attirance pour le littoral, c'est vraiment très fort. Et alors il y a des règles d'urbanisme en France, hein, c'est-à-dire que lorsque vous voulez construire une maison, vous devez demander un permis de construire au maire de la commune. Et il y a des documents qui s'appellent les plans locaux d'urbanisme qui disent à quel endroit on a le droit de construire et à quel endroit on n'a pas le droit de construire. Et depuis 1986, en France, il y a une loi qui s'appelle la loi littorale, qui explique comment on doit maintenir un certain équilibre en fait sur les rivages entre des zones naturelles et des zones de développement. Donc on a des règles qui permettent normalement d'équilibrer, de protéger les zones naturelles les plus importantes. Malgré ça, ce n'est pas toujours suffisant. Et le Conservatoire du littoral a été créé en 1975, non seulement pour protéger ces milieux naturels, mais de les acheter pour le compte de l'État. L'État, c'est nous tous, c'est-à-dire pour le compte de nos concitoyens, nous achetons des sites qui ensuite ne pourront plus être urbanisés, ne pourront plus être construits. Donc ça, c'est un moyen de protéger de l'urbanisation, en effet. Ok, alors on a plein de questions. Alors, ce qui revient peut-être un petit peu en arrière, visiblement, on a des enfants qui se demandent qu'est-ce qui crée les courants marins. Vraiment compliqué, là. Oui, mais Alain, il y a les vents à la surface qui poussent l'eau en surface et qui entraînent avec eux l'eau qui est en dessous. D'accord. Il y a des différences de température aussi qui créent des mouvements de l'eau entre les zones plus légères et les zones plus lourdes. L'eau circule déjà, alors des courants en surface et des courants entre la surface et la profondeur. D'accord. Donc il y a de l'eau qui tourne comme ça avec les différences de température. D'accord. Et puis il y a la rotation de la Terre qui crée des grands courants elle-même. La rotation de la Terre, elle entraîne des grands tourbillons à l'échelle de la planète. D'accord. Donc c'est tous ces courants qui derrière vont avoir un impact, qui se combinent et qui derrière vont avoir des impacts. Ok. Alors, on a plein de très belles questions. On va continuer quand même à répondre le plus possible. Comment ont-ils fait pour gagner des terres sur la mer? Donc là, je pense que puis c'est bien parce que maintenant ça c'est un collège qui nous pose cette question, un collège en Normandie. Donc je pense que c'était pour réagir sur les deux cartes de la Prémisautière. Donc comment ont-ils fait les hommes pour gagner des terres comme ça sur la mer? Alors, ils l'ont fait progressivement. C'est-à-dire qu'ils ont constaté, comme on l'a vu sur les photos du Mont-Saint-Michel, qu'il y avait de la vase qui se dépose et de l'herbe qui commence à pousser dessus. Et au fur et à mesure, on avance sur la mer. Et au fur et à mesure, ça monte un petit peu. Et on s'aperçoit que la mer vient de moins en moins souvent, qu'il n'y a que les très grandes marées qui submergent ces parties-là. Et une fois qu'on a constaté cette avancée, on va se mettre un peu le plus près possible de la mer, et là, on va creuser dans le sable qui est là, dans la vase qui est là, et on va faire une digue de terre. On va juste faire un petit rempart contre la mer, pas très élevé, mais qui va suffire à empêcher la mer de rentrer.
Et à partir de là, derrière, il n'y aura plus d'eau salée, il y aura juste la terre, le champ qui a été finalement protégé de l'entrée de la mer. Et là, on va pouvoir commencer à le cultiver. Et ils avancent comme ça au fur et à mesure, c'est ça? Devant la digue qui a été créée, eh bien, la mer va continuer à déposer ses sédiments, puisqu'elle ne peut plus les emmener derrière. Elle va les redéposer devant la digue. Et ça va commencer à progresser encore. Et 100 ans plus tard, on va refaire une deuxième rangée de digues. Et depuis le Moyen-Âge, on avance comme ça, par centaines, même parfois par kilomètres. D'accord, superbe. Alors, il y a une question très très jolie. Alors, juste un petit truc. D'ailleurs, quand vous posez des questions, vous pouvez signer, ce qui nous permet de savoir qui est en train de nous parler, et puis pour vous citer, parce que c'est quand même joli toutes ces questions que vous posez. Donc, n'hésitez pas à signer vos questions. Alors, une question qui dit: est-ce que le territoire français est en train de se rétrécir? Alors, oui, d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on estime qu'il y a à peu près un quart des rivages qui reculent actuellement. En France, à peu près un quart du rivage est plutôt en train de reculer. La plupart, le reste est stable, mais il y a quelques endroits aussi qui progressent, comme on l'a vu, soit du sable, soit des polders. Mais comme on a arrêté de faire des polders... Alors, les polders, redis exactement... Oui, les polders, ce sont ces champs qu'on a endigués pour les soustraire de l'influence de la mer. Donc, ces territoires qu'on a gagnés sur la mer, pendant longtemps, finalement, le territoire français, lui, il s'agrandissait à la mer. Aujourd'hui, il se stabilise parce qu'on ne fait plus de nouveaux polders, parce qu'on sait que ça ne va pas être très facile à tenir. Et par ailleurs, il y a un petit peu d'érosion, donc de grignotage sur certaines parties de la côte, sur un quart de la côte. Donc globalement, il se rétrécit, mais encore tout doucement. D'accord, mais on constate quand même un recul. En Outre-mer, En Outre-mer aussi, évidemment, le phénomène existe, sachant qu'en Outre-mer, sur certains territoires, il s'agrandit aussi, le territoire français, de temps en temps, lors des éruptions volcaniques. D'accord. Alors, une autre question, est-ce que... Alors, ce sont des éco-délégués du collège de Neuilly-en-Thelle, qui est dans l'Oise, qui nous posent cette très belle question. Est-ce que les habitants des littoraux peuvent sentir le littoral bouger? Alors, ceux d'outre-mer davantage encore. En tout cas, bien sûr, le mesurer lorsqu'il y a des événements particuliers. Lorsqu'il y a une tempête, en général, là, il peut y avoir un mouvement du trait de côte qui est très spectaculaire et qui va se voir. Qui va pouvoir reculer de 10, 20, 30 mètres du jour au lendemain quasiment. Donc là, effectivement, lors de ces événements-là, on peut le voir. Et sinon, ça peut évidemment aussi se mettre en évidence en interrogeant les personnes plus âgées, en disant où était avant la côte. En Martinique, j'ai le souvenir de quelqu'un qui nous montrait un endroit à 200 mètres dans la mer, en disant quand j'étais petit, c'est là que je jouais au foot. Et là, c'était 200 mètres dans la mer. Donc, en interrogeant les anciens aussi, c'est une manière pour les gens du littoral de savoir, effectivement, de mettre en évidence le fait que la côte a bougé. Super, super. Alors, on va un petit peu avancer. Donc, on a bien compris que naturellement, il y a des côtes, des traits de côte qui bougent, que depuis 100 ans, on a une problématique avec une installation humaine qui s'est fixée et qui fixe, en fait, qui souhaite fixer, en tout cas, le trait de côte, parce qu'une fois qu'on a installé sa maison, c'est un petit peu compliqué. Et ce que je voudrais savoir, c'est ce qui se passe en fait avec le réchauffement climatique. Donc on parle beaucoup du réchauffement climatique, bien entendu. Quelles sont les conséquences du réchauffement climatique sur le littoral? Que se passe-t-il? Alors, il va se passer quelque chose de tout à fait simple, c'est que la mer monte lorsque la température monte. Alors ça, il y a deux phénomènes principaux. Lorsque la mer est chauffée, davantage, elle se dilate, elle augmente de volume. Elle prend plus de place. C'est comme quand on gonfle un ballon, quoi. Voilà. Donc elle monte un petit peu, c'est ce que nous commençons à constater. Et puis, lorsque la température monte, il y a aussi l'effet de la fonte des glaces. C'est-à-dire que vous avez des calottes glaciaires sur l'Antarctique, au Groenland, des glaciers sur les continents qui fondent plus rapidement. Et donc cette eau, elle arrive à la mer. Et forcément, au bout d'un moment, ça fait monter la mer. Et ça, c'est le phénomène qui va commencer de façon à peu près sérieuse pendant ce siècle et qui va continuer dans les siècles prochains et qui va faire monter la mer de plusieurs mètres d'ici quelques centaines d'années.
Mais pour l'instant, on en est au début. Donc, première conséquence, réchauffement climatique, la mer monte. Autre conséquence? Alors, autre conséquence, ça va être l'augmentation de l'intensité et de la fréquence de certains phénomènes météorologiques un peu violents. Des tempêtes, les cyclones en outre-mer, qui existent déjà, qui existaient avant le réchauffement climatique, mais qui vont avoir tendance à être de plus en plus souvent et de plus en plus violents. D'accord. Alors on va voir quelques photos pour justement qui sont des conséquences du réchauffement climatique sur le littoral. Donc on va voir des photos qui ah non pardon, on va voir d'abord un premier je me suis trompée, on va voir un premier élément qui est un reportage qui s'est produit il y a très peu de temps. C'est au mois d'octobre de cette année sur la côte basque. Donc on va regarder ce reportage pendant quelques minutes. Les images témoignent de l'ampleur de l'effondrement. Tout un pan de falaise écroulé à quelques mètres à peine de la fameuse route de la Corniche à Urugne. Une partie du très fréquenté sentier du littoral a été emportée, alors que quelques heures plus tôt, des dizaines de personnes s'y étaient regroupées pour admirer la fameuse vague Bellara. Pour le maire, le pire a été évité. Heureusement, c'est ce que je dis, ça s'est passé l'après-midi, à un moment où il n'y avait justement personne à ce moment-là sur ce sentier. Ce n'était pas le cas du matin, ça se serait passé le matin. Eh bien aujourd'hui, je pense qu'on aurait été face à un drame humain vraiment très important. La journée de jeudi a été une folie ici. En fait, ça a été, je crois, la preuve de l'irresponsabilité de beaucoup de gens qui se garaient non seulement n'importe comment, mais aussi qui se mettaient dans des endroits à risque pour voir cette fameuse vague Bellara. Je crois que les gens doivent comprendre qu'on n'est pas dans n'importe quelle zone ici et qu'il y a aussi des responsabilités et des comportements, on va dire, responsables à avoir. La falaise a, semble-t-il, été fragilisée par la forte houle qui a accompagné la vague Bellara, mais aussi le ruissellement des eaux de pluie, une illustration de l'érosion qui menace sur ce secteur une route empruntée chaque jour par 6000 véhicules. Cet événement-là nous rappelle tout simplement que la nature continue son œuvre et qu'on ne pourra rien contre la nature, et ça il faut l'accepter. Cette route de la Corniche, tôt ou tard, on sait qu'on devra la fermer. Le trait de côte se rapproche toujours de plus en plus de cette route. En attendant de trouver une solution de repli, sur ce secteur, le sentier du littoral est désormais inaccessible. Donc plutôt édifiant, c'est un phénomène qui s'est passé juste le mois dernier. Donc on voit bien que voilà, quand ça bouge vite, ça peut s'effondrer vite dans des proportions importantes et que ce littoral, voilà, c'est pas toujours très simple. Autre conséquence, on va regarder des photos pour comprendre ce qui peut se passer avec le réchauffement climatique. Donc là, Patrick, peut-être tu peux nous commenter ce qui se passe sur la baie d'Authie. Oui, alors on voit ici des anses en fait sableuses et vous voyez sur le haut de la dune il y a des arbres qui ont été plantés dans les années 60 dans l'espoir de fixer la dune justement, et on voit bien que ça change rien, les arbres tombent sur la plage et la mer creuse. Je précise que c'est pas lié nécessairement au changement climatique, c'est même les falaises qu'on a vues, elles tombent régulièrement même en dehors du changement climatique, simplement le fait que la mer monte va forcément accroître ces phénomènes. C'est ça. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Ici, on a de la même façon l'érosion qui a creusé une plage et sur laquelle malheureusement évidemment les constructions étaient venues jusqu'au bord. C'est un peu plus grave que quand c'est des arbres qui tombent. Et effectivement, on a, là c'est en métropole, mais on a aussi des exemples en outre-mer, je crois sur la photo d'après, de maisons qui peuvent tomber dans la mer, ici en Guadeloupe. Voilà, lorsqu'elles ont été construites sur une borne, sur une zone un petit peu meuble. Oui, beaucoup de... Ouais. Là, ce sont des blocos voilà, pour montrer. Oui. Voilà, ces blocos étaient sur le haut des dunes pendant la guerre, donc il y a 70 ans, et puis maintenant ils se retrouvent sur la plage, parfois bien avancés dans la mer. La photo qu'on voyait tout à l'heure, c'était en 2014. En 2014, dans l'hiver 2014, il y a eu plusieurs semaines de grosses vagues. Alors c'était pas vraiment des tempêtes, mais c'était sans arrêt des grosses vagues, et la mer a grignoté les dunes, parfois de façon très spectaculaire. Là, c'est du côté de la côte médocaine. Et comment dire,
la côte a reculé en fait de ce que les experts avaient prévu que ça se fasse en 2040. Ma phrase n'est pas belle. En 2040, on avait estimé un recul des côtes, des dunes, et en fait, en un hiver, c'est arrivé à ce point-là. Alors ici, on est à Saint-Martin, de nouveau, au même endroit que les images aériennes tout à l'heure. Donc voilà, l'hôtel qui a été construit là où la plage a reculé. Et là, juste après le passage du cyclone Irma, là, en 2017, qui était un cyclone qui a été qualifié un peu de cyclone du siècle, malheureusement, avec le réchauffement climatique, ça risque d'être un cyclone qui se reproduit non pas une fois tous les 100 ans, mais plutôt une fois tous les 10 ans. Bientôt, il va falloir s'attendre à ce que ce phénomène se reproduise de plus en plus fréquemment, voire encore plus violent. On a dû inventer pour ce cyclone une nouvelle catégorie de cyclone. On avait une cyclone classée de 1 à 5, on est en train de créer la catégorie 6. Et ça, c'est probablement un des premiers effets du réchauffement climatique. Alors, on a des effets aussi là, on voyait un peu brièvement les deux dernières images, où on voyait aussi des phénomènes de submersion, c'est-à-dire quand finalement tout ce qui était gagné sur la mer se retrouve submergé. Voilà, comme là, c'est sur cette image-là. Ça, c'est une image du marais de Poitevin, donc qu'on a vu sur les cartes tout à l'heure, et toute la partie que vous voyez derrière les cordons, qui sont les dunes, qui sont les digues, pardon. À droite, donc. Donc voilà, à droite et en haut et à droite de la photo, vous voyez la mer, mais en fait, normalement, c'est pas la mer, ce sont des champs. Sauf que là, c'était Xynthia en 2010. Où il y a eu une submersion exceptionnelle et malheureusement des victimes. C'est un phénomène qu'on va revoir de plus en plus souvent, forcément. Alors on a une belle question de Oscar du lycée Jean Monnet qui nous dit « Avons-nous un moyen de lutter à notre manière contre tout ceci ?» Est-ce qu'on a un moyen? Oui. Lutter est un mot qui veut dire qu'on va se battre contre les éléments. La manière de lutter que nous préconisons, c'est peut-être d'essayer de composer, de comprendre ce qui se passe et de s'ajuster aussi à ces forces qui sont là. C'est plus facile quand les terrains sont encore naturels, parce qu'effectivement, on peut accepter plus facilement que des modifications aient lieu. En revanche, c'est plus difficile quand il y a les maisons. Il y a des maisons, bien entendu. C'est un défi plus difficile. Alors, on a une belle question, toujours des éco-délégués du collège de Neuilly qui disent « Pourquoi la mer monte alors que la quantité d'eau est stable sur Terre ?» Alors, tu as un peu répondu tout à l'heure, Patrick. C'est qu'on a une partie de l'eau qui aujourd'hui est sur Terre, sur les continents, dans les glaciers, qui est en train de fondre et qui du coup se retrouve dans la mer. Donc sur la planète Terre, la quantité d'eau change peut-être pas, mais dans l'océan, la quantité d'eau augmente. Et puis comme disait Patrick, avec l'augmentation de la température, l'eau gonfle finalement. Donc elle monte, même s'il y a le même poids d'eau, le volume lui il augmente. Super. La quantité d'eau qu'il y a sur le Groenland, si elle fond entièrement, ça fait monter le niveau de la mer de plus de 5 mètres. Juste le Groenland. Juste le Groenland. On n'est même pas en train de parler d'Antarctique. Voilà, l'Antarctique c'est plusieurs dizaines de mètres. D'accord. Ce qui est arrivé dans des temps géologiques. À l'époque, il y a très longtemps, le niveau des mers était beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui. On va reprendre d'autres questions. Comment évolue le littoral corse? Ajaccio et Bastia sont-elles menacées par la montée des eaux? Ça, ce sont des collégiens de 5e du collège d'Ajaccio qui posent cette question. Alors la Corse ne fait pas exception à tous les rivages du monde, c'est-à-dire que la mer va forcément un peu monter. Alors ceci étant, il y a l'essentiel des côtes de la Corse qui sont rocheuses et très peu friables, donc qui sont quand même très résistantes et qui ne vont pas reculer facilement. On a des secteurs un peu plus fragiles qui sont au sud de l'île avec des falaises calcaires, donc là qui peuvent s'effondrer petit à petit. Et puis on a la côte orientale avec Bastia, qui commence à Bastia et puis qui va jusqu'à Porto Vecchio. Et là, on a des secteurs qui sont effectivement très mobiles. La plage peut avancer, peut reculer, et c'est ce qu'on appelle la plaine orientale.
Et donc là, la plaine orientale verra effectivement sa configuration changer dans les années qui viennent, enfin dans les 10, 100 ans qui viennent. D'accord. Alors, il faut qu'on avance parce que le temps passe et passe très très vite et je pense que nous sommes un petit peu en retard. Donc, face à la situation de montée du niveau de la mer, des phénomènes de tempête, etc., quel est le premier réflexe en fait des hommes? Que font-ils dans cette situation-là? On va regarder quelques photos pour s'interroger sur, voilà, que font-ils quand on voit ça? Patrick, raconte-nous, quel est le premier réflexe en fait des humains? Ben, lorsqu'on voit la côte bouger, le premier réflexe, ça va essayer de la fixer. Donc on va essayer de fixer la côte. Alors fixer, ça veut dire quoi, fixer la côte? Alors fixer la côte, ça veut dire arrêter les mouvements. Donc là, on voit qu'on a planté des pieux, par exemple, sur la mer pour essayer d'empêcher les vagues d'emporter le sable. On peut voir un peu plus loin des enrochements aussi. Donc là, on voit ces alignements de pieux qui permettent parfois de capter le sable. Ici, on voit des engins qui sont en train de ramasser du sable pour le ramener sur la côte, sur la plage, pour pouvoir consolider la plage et la dune. Et puis, parfois, on prend des mesures un peu extrêmes, comme ici, où là, on met des gros blocs pour vraiment figer le trait de côte et le préserver. Voilà, ici aussi à Saint-Martin, c'est toujours au même endroit, hein, là où on a vu que cette plage reculait, on a mis des enrochements pour se protéger. Et sur la photo, ce que vous voyez là, il y avait un restaurant ici jusqu'en 2017, et on voit que les enrochements sont restés, mais le restaurant, il a quand même été balayé par le cyclone. En fait, ça n'a pas vraiment protégé quoi que ce soit qui était derrière. Alors justement, on va revenir au point suivant, c'est-à-dire qu'on va lancer un nouveau sondage. Et le sondage, ça va être maintenant que vous avez vu tout ça, ou que tous ces phénomènes, le trait de côte qui bouge, l'urbanisation, le fait de se rapprocher le plus près possible, qu'il y a une multiplication de phénomènes quand même climatiques de plus en plus importants, le niveau de la mer qui monte. Question qu'on vous pose, c'est que faire face à la montée des eaux? Faut-il résister avec des digues de plus en plus hautes ou faut-il s'adapter à cette nouvelle situation? Donc vous répondez soit la première question, soit la deuxième, et puis on va revenir dessus. Alors on va montrer un petit schéma, Patrick, que tu vas nous commenter pour expliquer donc ce qui se passe très rapidement quand les hommes essayent de construire. Alors au fond on voit un barrage, ou devant on voit des roches qui ont été mises, ou en bas à gauche on voit des épis. Que se passe-t-il quand les hommes font cela? Alors on voit là nos trois types de côtes. À droite, on a une côte rocheuse, au milieu, on a une côte basse, vaseuse, et on a une côte sableuse à gauche. Toutes ces côtes peuvent bouger. Les hommes, lorsqu'ils veulent protéger des enjeux, vont effectivement mettre des ouvrages. On voit les plus courants, là, qui sont figurés. À gauche, on voit des épis. Ce sont ces épis perpendiculaires à la côte qui permettent en fait de capter justement le sable qui est transporté par les courants. On a dit que les courants se déplaçaient le long des côtes, et bien là ils vont buter contre les épis et donc le sable est censé se déposer à ses pieds et comme ça la plage est préservée. Mais on peut faire des enrochements, donc on voit les enrochements là à l'entrée de la rivière et derrière, un peu plus loin dans l'estuaire, on voit ce qu'on appelle une côte basse, un polder avec la digue qui empêche la mer de rentrer, puisqu'auparavant, ici, on avait certainement un marais qui était ouvert sur la mer. On disait tout à l'heure que le sable n'était pas si abondant que ça, et une des raisons, c'est que lorsqu'on a construit des barrages dans les rivières, on a bloqué le transit, parce que les rivières amènent aussi beaucoup de sable sur la côte. C'est elles qui ont amené tout le sable qui existe, en fait. Il a été amené lorsque les fleuves étaient beaucoup plus puissants qu'aujourd'hui. Mais en plus, aujourd'hui, on a prélevé du sable dans les rivières, et on a mis des barrages, ce qui fait que finalement, il y a beaucoup moins de sédiments qui arrivent à la mer. Et donc le renouvellement du stock de sable est beaucoup moins important. Déjà que géologiquement, il ne s'en produit pas. Donc on empêche en plus le petit apport qu'il pourrait y avoir par les rivières. Donc tous ces phénomènes-là, en fait, servent effectivement à fixer le trait de côte, ce qui fonctionne localement. Mais on voit bien que lorsque l'on empêche ces phénomènes naturels de se produire, il y a des endroits où ça va manquer.
Et par exemple, les épis qui captent le sable, effectivement, ils captent le sable. Sauf que ce sable, normalement, il aurait été quelque part. Et bien, dans ce quelque part, il va manquer du sable. Et donc, la mer va creuser. Tout à l'heure, on en discutait avec Alain et il parlait d'effets secondaires. J'ai trouvé que c'était un joli terme pour dire, voilà, quand on fait quelque chose quelque part, il y a toujours un effet un peu plus loin, ailleurs, effectivement. On va peut-être corriger à l'endroit où on voulait régler le problème, on a corrigé juste à cet endroit-là, et on l'a peut-être aggravé 500 mètres plus loin. Oui, donc voilà. Donc en tout cas, à chaque fois que l'homme essaye d'intervenir, on a quand même des soucis. Alors on va donner très rapidement le résultat du sondage. Ah, ils sont très forts, je trouve, quand même. Ou alors vous êtes très pédagogique. Ouais, hein, je pense parce qu'on les a que un petit peu... à 83%, que faire face à la montée des eaux? Et la réponse à 83%, c'est s'adapter à cette nouvelle situation. Alors, on va pas tout de suite commenter, mais je trouve que c'est un joli sondage quand même. C'est 83% qui vont vers il faut s'adapter et non résister avec des digues de plus en plus hautes. C'est quand même très intéressant. Alors, on va regarder une petite vidéo très courte qui va nous permettre d'enchaîner ensuite avec la réponse à la question. Le réchauffement climatique. Tempêtes à répétition, inondations. Dans les 20 prochaines années, le niveau de la mer va monter de 40 cm, et même plus. Les falaises vont s'effondrer, des centaines de villages seront submergés. Je continue? Alors on fait quoi? On résiste, parce qu'enfin on est des Gaulois, oui ou non? On sait comment repousser l'envahisseur? On construit des murs, de grandes digues en béton. On dépense des millions et des millions. On se bat contre la nature. Et au final, la nature reprend quand même ses droits. Ok alors, on abandonne. On fait plus rien. On s'enferme chez soi. On regarde des films catastrophes à la télé. On se dit qu'avant, c'était le bon temps. Et à chaque tempête, on éponge. On reconstruit. Et on rééponge. Et on reconstruit. Et on éponge encore. Jusqu'à ce qu'on soit trop fatigué. Et que finalement, on jette l'éponge. Mais une autre voie est possible. Écouter la nature. L'idée est d'accepter que nos côtes vont bouger et d'accompagner le changement. Alors oui, on va faire des compromis, déplacer des routes, des villages. Mais c'est la seule voie possible. Heureusement, on a de formidables alliés. Les dunes, les marais et tous les espaces naturels. Ils représentent de formidables zones tampons qui ralentissent les vagues et permettent à l'eau de retourner à la mer. Notre rôle au Conservatoire du littoral, c'est d'anticiper le changement et de l'accompagner avec toute la société. Ça veut dire les pouvoirs publics, les mairies, les associations et surtout avec vous, les citoyens. Et quand tout sera fait, on pourra être fiers. On regardera les tempêtes arriver en se disant que ce changement, on l'a vécu, on l'a tous fait, ensemble. Donc, je pense que si j'ai tout bien compris, résister en construisant des digues, en mettant des enrochements, etc., ce n'est pas nécessairement la bonne solution. Quelle est la position du Conservatoire du littoral ? La position du Conservatoire, c'est d'essayer de tirer parti des milieux naturels pour nous aider à mieux se protéger des aléas littoraux. On utilise le mot aléa pour dire les événements naturels, le fait que la mer avance, qu'elle submerge, qu'elle grignote. Les risques, c'est lorsque ces aléas rencontrent des enjeux humains. Si ces aléas se répandent dans des marais ou dans des dunes, il n'y a pas de risque. Et donc le fait de s'adapter peut consister justement à présenter ces milieux naturels entre la mer et les établissements humains de façon à amortir le choc finalement. Après, nous sommes conscients que ça c'est possible dans certaines situations. Quand ces milieux naturels existent, c'est beaucoup plus difficile quand il y a des villes, des ports et des maisons qui sont là. Et forcément, c'est pas une solution qui est systématiquement applicable. Il y a bien des endroits où il faut continuer à protéger. Mais le fait de vouloir protéger systématiquement est certainement une erreur dans beaucoup d'endroits parce que c'est coûteux. Et on ne réglera pas le problème manifestement en ne faisant que ça.
Alors, on va regarder justement quelques photos de quelques exemples que vous allez commenter. Alors, il va falloir bien les commenter au fur et à mesure. Là, je pense que c'est Patrick, tu vas commenter celle-ci. Oui. Donc là, qu'est-ce que l'on voit? Explique-nous bien ce que l'on voit avant de passer à la photo d'après. Donc Oui. d'abord celle-ci. Là, on est sur l'estuaire de la Gironde et l'espace que nous voyons, où on voit du sable en quelque sorte, enfin c'est de la vase plus exactement, c'est un ancien champ cultivé qui était donc un polder avec une digue autour, qui était protégé de la mer, qui avait été construit assez récemment dans les années 60 et qui a été ouvert à la mer par la tempête de 99. Ça veut dire que la mer est venue faire des brèches dans la petite digue qui protégeait le champ. C'est exactement ça. D'accord. Et le Conservatoire du littoral a racheté le terrain immédiatement après et n'a pas protégé, n'a pas reconstruit la digue. Et en revanche, à l'extérieur de cet espace, une nouvelle digue a été créée, un peu derrière, pour protéger le village, parce qu'il y a un village, un petit port et un village derrière, c'est Mortagne-sur-Gironde. Et cet espace, aujourd'hui, là, vous le voyez avec de la vase, et aujourd'hui, vous le voyez, il a sédimenté, il a regagné de la hauteur, il y a presque 1 mètre de sable et de vase qui se sont installés avec de la végétation. Et aujourd'hui, cet espace protège, au même titre que la digue, le village qui est derrière. D'accord, donc au lieu finalement de continuer à laisser une digue, etc., vous avez laissé faire. Voilà. La mer a fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire a rapporté du sédiment, Oui. tout a augmenté, ça s'est végétalisé, Voilà. et ce qui en définitive protège mieux les habitations qui sont derrière. En tout cas, ça les protège. Ça contribue à les protéger. Ça coûte pas très cher. Et ça coûte pas très cher. Ça coûte moins cher et la digue qui est derrière, s'il y a quand même une digue derrière, elle est beaucoup plus facile à protéger que celle qui était devant. Bien entendu. Alors, on va regarder un autre exemple d'adaptation, finalement, où vous jouez avec, quand c'est possible, vous jouez avec la nature. Donc là, Patrick, vas-y, explique-nous bien ce que l'on voit. Alors, donc c'était ici, on voit ce qu'on appelle un lit d'eau, c'est-à-dire une langue de sable entre la mer qui est à droite, c'est la mer Méditerranée, près de Montpellier, et à gauche, un étang. Et c'est une dune, c'est un cordon de sable qui est une très belle plage sur laquelle les gens vont, et vous voyez qu'il y avait deux routes en fait, une route près du canal là sur la gauche, et puis vous aviez une route sur la dune même, sur laquelle les gens se garaient pour aller à la plage. celle qui est complètement à droite. Hein, celle qui est complètement à droite. Ouais. Et donc qu'est-ce que vous avez décidé? Alors, nous avons décidé, en accord avec les acteurs locaux, de supprimer cette route qui était sur la dune, parce qu'on savait qu'elle allait être menacée par la mer, et on a recréé un milieu naturel qui, lui, peut s'adapter, parce que si la mer avance, eh bien, ça sera possible, et ça sera également un lieu de villégiature un peu plus agréable peut-être qu'une route avec des voitures partout. Donc la route a été déplacée. Oui. Et est-ce qu'on n'a plus la route qui était la plus proche possible de la mer? Voilà. Donc ça, c'était une solution. Donc de fait, la dune, elle va pouvoir grossir un peu? Alors la dune, du coup, on la conforte, on essaye de l'aménager un petit peu pour que le sable s'y accumule progressivement, donc de la renforcer le plus possible. Chose qu'on ne peut pas faire quand il y a la route, parce que le sable, il passe sur la route, et à ce moment-là, la route, on ne peut plus l'utiliser. Donc justement, on enlève la route pour que la dune puisse prendre toute sa place. Et je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est à peu près satisfait. Mais au départ, c'était très difficile à expliquer, parce que c'est très contrariant pour les gens qui avaient l'habitude de venir sur la plage, de mettre leur voiture à 10 mètres, et puis tout d'un coup, on leur dit non, il va falloir faire 100 mètres, 200 mètres à pied pour venir sur la plage. Donc il y en a qui n'acceptaient pas ça. Mais aujourd'hui, on peut penser que... alors on a mis 15 ans, en fait, à réaliser ce projet, parce que c'était compliqué. Mais cet exemple-là montre que finalement, c'était pas si catastrophique que ça, et que on a peut-être mieux préparé l'avenir en faisant ça qu'en voulant protéger la route. Super intéressant. On va regarder un autre exemple, parce qu'après, on a des centaines de questions à traiter. Alors, un autre exemple que vous allez commenter très, très rapidement.
Alors, 1999, donc c'est une île sur la Gironde encore, qui était cultivée, comme on peut le voir, sur la plus grande partie. En 1999, on a eu la tempête également Martin qui a submergé l'île. Et le conservatoire, qui était propriétaire, a décidé également de maintenir une connexion entre l'estuaire et l'intérieur de l'île. Maintenir une connexion, ça veut dire qu'on ne refait pas les digues, on laisse l'eau de mer... On a aménagé des ouvrages, en fait. On a mis en place des passes pour que l'eau puisse rentrer et sortir. Ça qui a créé des zones humides et des marais à l'intérieur de l'île. Mais il s'est produit autre chose, en fait, en 2010. C'est la photo de droite. C'est que la mer est rentrée toute seule dans la partie nord de l'île. Là, c'est un peu renié par l'image, mais on pourrait voir la digue là qui s'est ouverte. Et donc, on a une moitié de l'île qui est carrément ouverte sur l'estuaire. Et on a l'autre moitié de l'île qui est gérée avec des ouvrages hydrauliques. Et on a une toute petite partie qui est au milieu de l'île. C'est le village que l'on peut discerner qui fait une espèce de petite bande transversale. Et c'est ce village, alors qui n'est plus habité aujourd'hui, il sert à accueillir le public, mais qui est protégé par des digues. Donc en fait, d'une île qui était tout entière entourée de digues, aujourd'hui on a essentiellement l'endroit que l'on veut protéger, qui est protégé par des digues, et tout le reste de l'île qui sert finalement de zone tampon à tout ça. Donc en fait, on est dans une sorte de cohabitation entre un milieu naturel où on laisse faire, et puis vous protégez ce qui doit être protégé, c'est-à-dire des habitations qui ne peuvent pas être... Ok, on a, je pense, encore un autre exemple à montrer, à commencer. Voilà, on fait un Saint-Martin, c'est la photo qu'on voyait tout à l'heure, ces enrochements là on a vu qui n'ont pas protégé grand-chose lors du cyclone Irma. Donc là, on a décidé tout simplement de les enlever. Voilà, donc juste après le premier confinement, on a enlevé, donc c'est tout récent, ça a été fait cette année. Et on commence à constater déjà que le sable qui avait tendance à aller plus loin commence à revenir et à réengraisser progressivement la plage. Donc on va suivre ça attentivement pendant les années qui viennent. Voilà. De mai à juillet, on sent que le sable s'est réinstallé. Déjà, ça a repris un aspect de plage un peu plus accueillant, effectivement, et maintenant, les courants vont pouvoir redéposer plus facilement du sable à cet endroit-là. Ce qui signifie qu'en effet, ça peut aller très très vite. Alors, on va répondre à plein de questions parce qu'on en a des tonnes. Quelles seraient les solutions? Alors là, c'est le collège Merville. Je pense que c'est ça. J'ai du mal à lire, c'est un peu petit. Quelles seraient les solutions pour que le trait de côte ne recule plus? Alors, que répondez-vous à cela? Je crois que malheureusement, il n'y en a pas. Le trait de côte, on essaie de montrer qu'il recule, et c'est des phénomènes naturels qui sont liés à des phénomènes de nature extrêmement puissantes et on ne peut pas aller contre. On peut essayer de s'en protéger pour limiter les dégâts, ou on peut essayer de faire avec. Et on explique que selon les circonstances, on est plutôt dans le faire avec, mais l'empêcher de reculer, ce serait illusoire. Ouais, c'est toute une autre manière de penser en fait qu'il faut mettre en place. Ok. Une autre question de Théo, si je lis bien, peut-on faire des travaux contre la montée de la mer? Alors empêcher la mer de monter, ça non, certainement pas. Parce que c'est beaucoup trop puissant. Après, on peut, alors comme on l'a dit, on peut faire des digues, etc. On peut aussi, sur les plages, ramener du sable. Ça se fait beaucoup et c'est certes un travail artificiel, mais c'est quand même plus proche finalement des phénomènes naturels que de mettre des enrochements. Et donc on a parfois des plages qui sont rengraissées avec du sable qu'on amène, et ça permet finalement de rajouter, de maintenir l'aspect naturel de la plage. Alors que quand on met des enrochements, la plage elle va s'en aller progressivement. Alors on va maintenir le trait de côte, on va le fixer, mais il n'y aura plus de plage, donc c'est pas forcément très intéressant. Une autre question d'Hortense, CM2 de Bruyères dans l'Aisne. Est-ce qu'une grande partie de la France risque d'être engloutie dans des milliers d'années? Je pense que c'est ça. Ah, là on voit un peu plus loin. Pas la majorité de la France, mais des parties importantes dans des milliers d'années. Alors, en fait, ce que disent les scientifiques, c'est que la mer va commencer à remonter et va gagner, disons, 1 à 2 mètres d'ici un siècle, et ensuite va monter de l'ordre de 3 à 4 mètres par siècle, pendant 4 ou 500 ans.
Donc faites le calcul, on va avoir une mer qui dans 500 ou 1000 ans va être 20 mètres au-dessus du niveau actuel, 15 ou 20 mètres. Donc évidemment 15 ou 20 mètres, il y a des portions du territoire qui vont passer sous l'eau. Mais c'est dans des siècles. Oui, c'est ça. Alors, de quelqu'un qui n'a pas dit, alors une petite question de l'école de Salers, comment le sable se crée-t-il ? Alors le sable, c'est des matériaux, des roches qui se désagrègent sous l'effet notamment de l'eau. Se désagréger, vas-y. En fait, vous prenez un rocher, vous faites tomber de l'eau en permanence dessus et il va commencer à se fracturer, à se casser en petits morceaux. La rivière va l'emmener dans les fleuves et les fleuves vont amener tous ces galets, c'est plus ou moins gros. Quand c'est plus gros, on appelle ça des galets. Quand c'est plus petit, c'est du sable. Et quand c'est vraiment très très fin, c'est de la vase. Tout ça part à la mer, va se retrouver dans la mer et la mer va ramener ça sur la côte par les courants, par les vagues. Et c'est ça qui crée le sable sur les plages. Et au fur et à mesure, ça s'effrite en fait, c'est ça? Voilà. On est sur un phénomène comme ça. Et puis dans les zones tropicales, on a les coraux aussi qui produisent du oui. sable, qui poussent. C'est des animaux, hein, ils poussent, ils créent un squelette, ils captent du calcaire et les branches de coraux, ensuite, quand elles se décomposent, vont former aussi du sable. Donc les coraux ils protègent la côte, mais également ils fabriquent du sable. Super. En énorme quantité. Tant qu'ils arrivent à pousser. Malheureusement, eux aussi sont menacés par le changement climatique. Donc si les coraux ne parvenaient plus à pousser dans quelques dizaines d'années, il y aurait dans certaines zones du monde un énorme problème de production de sable. Ah, ça, on en parle très très rarement de ça. Une question très belle, pourquoi la mer est aussi puissante? Parce que la mer c'est de l'eau, et l'eau c'est lourd. Un litre d'eau c'est 1 kilo. Donc vous voyez, si vous mettez ça à l'échelle des vagues, tout le monde sait quand on va sur le bord de la mer et qu'on prend une vague, on est renversé par la vague. Donc la mer c'est très puissant. Oui. Plus il y a de l'eau, plus les vagues sont hautes et plus c'est puissant. C'est une force impressionnante. Une autre question, est-ce que les animaux marins jouent... alors j'ai perdu là. Voilà. Est-ce que les animaux marins jouent un rôle dans la destruction des côtes? Ah, je ne crois pas. Mais tu en sais peut-être plus. On vient de parler des coraux qui, eux, jouent un rôle dans la construction des côtes, au contraire, qui sont des animaux marins. Il y a des poissons brouteurs qui broutent les coraux et qui vont aider à les décomposer et à fabriquer du sable. Donc ils vont plutôt avoir un rôle qui permet de construire. Après, il peut y avoir des animaux qui creusent des terriers sur les bords c'est plutôt sur des bords de rivières en général, qui vont avoir tendance à faire tomber certains arbres. C'est peut-être ça qui est question. Alors, le sable ne disparaît donc jamais, il ne fait que se déplacer. Est-ce que vous pouvez conforter Oscar de Vic en Bigorre sur le sujet? Oui, mais le sable, il est utile, entre guillemets, lorsqu'il est sur la plage, sur le bord de mer. Par rapport à nos sujets, c'est-à-dire qu'il sert de tampon, d'amortisseur, quand il est à cet endroit-là. Mais s'il est emporté par la mer dans des zones plus profondes, là, il est un peu perdu, si on peut dire. Enfin, en tout cas, il est ailleurs. Et parfois, c'est le vent qui l'emmène et qui l'emmène à l'intérieur des terres. Et là aussi, il ne joue plus de rôle strictement sur la côte. Super. Une autre question. La Bretagne, notamment les zones agricoles, est-elle menacée? C'est l'Iréo de Lesneven qui me demande ça. Alors, assez peu. Finalement, la Bretagne très rocheuse, les côtes sont assez stables et donc il y a assez peu d'effets prévisibles sur ces côtes-là. Il y a des secteurs plus restreints qui sont des côtes plus basses. Donc on a la côte, on a la baie du Mont-Saint-Michel effectivement. Quelques secteurs, en fait, ce qu'on appelle des rias. Derrière les rias, les petits fleuves côtiers bretons, il y a souvent quelques zones humides, donc qui sont à une altitude à peu près proche de celle de la mer et qui, elles, vont être concernées par ces phénomènes-là. Mais ce ne sont pas des territoires très vastes. Ok. Alors, y a-t-il un moyen de lutter contre les vagues? Nous habitons à proximité de Berck. Ça, c'est Apolline, au CM2. Sommes-nous en danger? Alors, je ne pense
pas qu'on soit en danger, très honnêtement, parce que ce sont quand même des phénomènes qu'on sait anticiper, c'est-à-dire qu'on sait annoncer les tempêtes, on sait également quels sont les endroits les plus menacés, et en cas de véritable danger, on peut évacuer les gens avant que les phénomènes se produisent. Donc, je ne dirais pas qu'il y a un danger immédiat. Il y a tout un tas de systèmes, on l'a bien vu, enfin on ne l'a pas détaillé d'ailleurs, mais il y a des systèmes de brise-lames, il y a des systèmes donc de digues, effectivement, mais on peut mettre tout un tas de systèmes sur la mer, en fait, sur les bas des plages, et puis progressivement sur la plage, et puis entre la plage et la ville. Chose qu'on fait sur des secteurs comme Berck qui sont effectivement très proches de la mer, sauf que ça coûte cher. Donc à un moment donné, il faudra se poser la question, est-ce qu'il ne faut pas repositionner certains secteurs qui sont vraiment trop proches, quoi. Mais progressivement, parce qu'on a le temps. C'est des phénomènes très puissants, très inquiétants, mais ce sont des phénomènes qui vont se produire avec lenteur. Il y a des poussées de fièvre avec les tempêtes. Mais la tendance, elle est très progressive. Donc on a le temps de réfléchir et d'anticiper. Ce qu'il faut essayer d'éviter, c'est de penser qu'on va pouvoir tout garder comme avant. Ça, je pense que ça va être de plus en plus difficile. Alors, d'autres questions. Quels sont les effets secondaires liés au changement climatique pour les zones tropicales? Plus de cyclones, des cyclones plus violents et le risque de voir régresser, voire disparaître dans certains secteurs les récifs coralliens qui jouent un rôle très important. Puis un autre effet secondaire, c'est qu'on parlait de la mangrove tout à l'heure, c'est une forêt qui pousse dans la mer. Si la mer monte, la mangrove aura tendance à essayer de monter avec elle et à reculer avec elle. Mais si on la bloque, elle ne pourra plus reculer et elle va disparaître. Or, la mangrove, elle joue un rôle très important pour protéger les populations qui sont derrière. Pourquoi elle protège les populations qui sont derrière? Parce que la mangrove, c'est fait d'arbres, des palétuviers, des arbres avec des racines très développées, très enchevêtrées, et elles freinent la houle. Donc elles arrivent à amortir, à capter une grande partie de l'énergie de la houle et à protéger ce qui est derrière. Et si cette mangrove ne peut plus se développer parce qu'on l'a bloquée et qu'elle est coincée, elle est submergée par la mer de l'autre côté et qu'elle rétrécit, elle aura plus ce rôle de protection. Et à ce moment-là, les habitations qui sont derrière prendront plein fouet les vagues, la houle cyclonique. Ouais, super. Est-ce que faire des plantations d'arbres, alors c'est Antoine de Jean Monnet qui nous pose cette question, est-ce que faire des plantations d'arbres à grandes racines ne suffirait-il pas à stabiliser les côtes? Alors on a eu l'exemple de la mangrove. La mangrove, effectivement, c'est ce système-là. Ce sont des arbres qui s'installent et qui freinent l'énergie de la mer. En revanche, sur les dunes, ça ne marche pas parce que les arbres, certes, s'enracinent dans le sable, mais lorsque le sable se fait grignoter par la mer, les arbres tombent avec la dune. La dune, elle est efficace lorsque elle reçoit le sable, que le sable reste piégé sur la dune. On fait ça avec des petites clôtures qu'on appelle des ganivelles, ou avec les oyas. Ce sont des plantes, il n'y a pas besoin de grands arbres, mais ce sont des plantes, et le sable vient se bloquer contre ces plantes ou ces ganivelles, et ça permet à la dune de s'élever, et donc d'être plus résistante. Mais ça reste quelque chose de souple, c'est pas un mur, c'est quelque chose qui peut se déformer, mais qui peut s'adapter et se reculer en même temps que la mer avance, et donc ça reste une protection. Donc justement, on avait une question des éco-délégués d'un collège qui nous demandait comment une nouvelle dune peut-elle se former. Donc, comment tu l'as partiellement expliqué, mais il ne suffit pas forcément de faire de grosses plantations, mais des petites barrières, tout ce qui va pouvoir bloquer en fait le mouvement du sable est suffisant. C'est ça? Piégé, ou des fois, on voit, il y a des secteurs où on a vu des dunes régressées ou des cordons dunaires régressés parce qu'ils étaient très piétinés et la végétation du coup ne pouvait plus s'y installer. Et du coup, le vent pousse le sable et la dune régresse. Et dans certains secteurs, le fait d'obliger les gens à passer à un certain endroit et pas partout permet à la végétation de recommencer à pousser. Et à partir de là, le sable va pouvoir commencer à se réinstaller et à rester bloqué. Et donc un joli message sur où marcher sur une dune qui est passée là. Cela se prononce... Ah, j'ai pas dû bien prononcer l'Esnevan, c'est ça? J'ai pas dû bien... l'Esnevan. L'Esnevan, j'ai peut-être pas bien prononcé. Alors... Une petite question aussi d'un CM2, c'est est-ce que la pollution est responsable de la montée des eaux?
Ça dépend. Si on appelle le CO2 une pollution, oui. Puisque la montée des eaux, c'est le réchauffement. Enfin, c'est une conséquence du réchauffement. Et le réchauffement, il est principalement lié au fait que l'atmosphère se charge en gaz qui empêche la réflexion de la chaleur. Donc là, le soleil chauffe la Terre, se reflète sur la surface de la Terre, et le rayonnement qui est renvoyé vers l'espace se fait bloquer par l'atmosphère. Et plus il y a de gaz carbonique dans l'atmosphère, plus c'est ce qu'on appelle l'effet de serre, et donc la chaleur reste sur la Terre, et donc la température augmente. Et de ce fait, l'eau monte. Mais la pollution, disons, chimique, des sols, etc., n'a pas de lien direct. La pollution, en tout cas des déchets, tout ça. Oui, ça n'a pas. Ok, alors il faut qu'on avance, on est atrocement en retard, bien entendu. Alors on va regarder une très courte vidéo d'un autre endroit où le conservatoire a décidé d'aller vers de l'adaptation plutôt que de la résistance à tout prix. On va regarder cette courte vidéo avant de conclure cette émission. À l'époque, voilà, c'était les années 80. On pensait que le fait d'enrocher ou de créer des digues ou des épis, ça permettait de se protéger contre la mer. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que la mer est très souvent bien plus forte que l'homme, et le fait de se protéger, ça permet de protéger certains ouvrages, effectivement, que crée l'homme à l'arrière, mais ça accélère l'érosion de suite après. En enlevant les enrochements existants, le conservatoire va rendre la côte à la nature, recréer une plage et déplacer l'érosion vers un lieu moins dangereux pour la survie du salin. Mais avec le profil qui va se modifier, l'élévation du niveau de la mer, on va avoir une modification du biseau, enfin une élévation du biseau salé qui va entraîner la mortalité de certains pins. Et c'est ce qui fait que certaines personnes sont effectivement opposées au projet. Avec le réchauffement climatique et l'élévation du niveau des mers, il faudra de toute façon s'habituer à voir changer le littoral. Bien, donc on a vu ce petit sujet où on voyait bien que vous pouviez sur des terrains aussi travailler l'adaptation à tout prix. C'est pas toujours simple, que la population réagit, qu'il y a des habitudes et que c'est des habitudes prises, et c'est pas toujours simple de les faire changer, de les faire évoluer. Ça se fera petit à petit. L'objectif de cette émission, c'est aussi de parler de tout cela. On va répondre à quelques questions. Il faut qu'on aille vraiment très vite. D'après vous, alors c'est des délégués GPN qui posent cette question. D'après vous, y a-t-il un impact économique suite au recul des côtes? Oui. Il y a un impact économique. Alors c'est il y a beaucoup de questions derrière tout ça. Et on a bien compris que si on ne peut plus cultiver certaines terres parce que la mer remonte dessus, forcément, il y a un impact sur l'économie agricole. Si on doit déplacer des maisons et les reconstruire ailleurs, forcément, ça a un coût. Mais si on ne les déplace pas et qu'on continue à protéger et à faire des digues, les digues aussi ont un coût et doivent être entretenues. Donc les conséquences économiques sont nombreuses. Ce qu'on peut essayer d'étudier, c'est de regarder justement, en fonction des scénarios, qu'est-ce qui est coûteux, qu'est-ce qui l'est moins. Parce que lorsque l'on recule une maison, certes, ça coûte de reculer la maison, mais on va peut-être regagner un espace naturel qui va avoir d'autres fonctions, qui va nourrir la mer, parce que cette interface entre la terre et la mer, c'est aussi le lieu où la vie marine se crée. Et donc, il y a des économies derrière, il y a la pêche, il y a l'ostréiculture, il y a, sur les zones sableuses, il y a le tourisme, et sans plage, pas de tourisme. Donc l'économie, c'est quelque chose de très il y a beaucoup de dimensions différentes qu'il faut essayer d'analyser sur chaque situation pour prendre la meilleure décision sur l'avenir. Alors justement, on va finir par notamment trois photos qui sont des projections, c'est-à-dire ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, et puis vous avez imaginé ce qui pouvait se passer en 2050 ou en 2150. Donc on va regarder ça. Je vous laisse commenter ces images. Oui. Alors, ce sont des images qui ont été faites dans un partenariat avec l'Entente pour la démoustication en Méditerranée. Et donc on voit la côte languedocienne aujourd'hui à gauche et ce qu'elle pourrait être en 2050. Et on voit là que par exemple la lagune rentre en communication avec la mer par ce qu'on appelle des gros
des passages de l'eau. Sur un autre endroit, on va voir que vous avez une avancée encore plus importante et des secteurs où ce cordon littoral entre la lagune et la mer finit par quasiment disparaître. Et puis ce qui était une île à l'intérieur de la lagune devient une île presque en mer. On peut voir encore un canal là qui va être finalement bousculé par la mer et c'est assez préoccupant. Enfin préoccupant, en tout cas ça donne à réfléchir parce que ces installations qui sont des installations, des infrastructures très importantes au plan économique, aujourd'hui finalement, alors là c'est 2150, hein, donc c'est quelque chose de plus lointain. Mais néanmoins, les investissements qu'on fait aujourd'hui, il faut réfléchir pour combien de temps on peut les faire. En tout cas, ça aide à prendre des décisions quand on fait des projections comme ça, de manière plus lointaine. Voilà. Alors écoutez, je crois qu'on est vraiment très très en retard, juste 20 minutes de plus, tout va bien. On va faire d'abord vous remercier tous les deux, remercier beaucoup tous les établissements scolaires qui ont posé vraiment beaucoup de questions. On a peut-être le temps de répondre encore à une ou deux, ça me fait tellement mal au cœur de voir toutes ces questions qui restent comme ça. Donc, alors là, c'est très technique. Un BTS Vic en Bigorre qui dit est-ce que la mise en place, je vais y arriver, est-ce que la mise en place de fagotage en tant que piège à sable peut éviter l'érosion des côtes? Il faut que vous nous expliquiez ce que c'est que le fagotage. C'est faire des fagots avec des branchages, oui, et puis les positionner sur la dune pour que justement le sable, lorsqu'il est emporté par le vent, cogne contre ces fagots et s'accumule. C'est le même phénomène que ce que je disais tout à l'heure avec les ganivelles, les petites clôtures en châtaignier ou les zoyas, les plantations d'herbes. Donc ça évite l'érosion? Alors ça évite l'érosion au sens, ça permet de reconstituer la dune, donc ça lui donne une masse plus importante qui lui permet de mieux résister. Ça n'empêche pas de bouger. Ça n'empêche pas de bouger, voilà. Ça n'empêche pas la mer de grignoter si elle avance. Si elle doit grignoter. Bon, je crois qu'il faut vraiment qu'on arrête l'émission. Merci 1000 fois. Un très grand merci à vous deux pour toute la préparation, pour toute la sélection des photos, des vidéos, pour votre patience, pour avoir répondu à toutes ces questions de la manière la plus pédagogique possible. Je pense que tous ceux qui ont regardé cette émission pourront vraiment avoir une vraie idée de comment faire, l'importance de savoir s'adapter aujourd'hui. Un très grand merci aux équipes du Conservatoire du Littoral qui ont aidé plus que plus pour réaliser toute cette émission. Un très grand merci aussi à la Fondation Procter & Gamble sans laquelle cette émission n'aurait pas pu avoir lieu. Un grand merci à vous. Vous allez pouvoir retrouver cette émission sur le site du Conservatoire du Littoral. Vous y trouverez aussi beaucoup de documents pédagogiques à votre disposition. Vous y trouverez des liens qui vont vous conduire sur des sites qui vont vous permettre, le site Canopé, etc., plein de sites qui vont vous permettre d'aller plus loin avec vos élèves pour trouver des documents et continuer la réflexion. Et il me reste juste à vous souhaiter bon vent. Bon après-midi.